D'abord, je voudrais expliquer le frontispice que j'ai mis pour cette conférence, parce que j'ai vu, en recevant l'affiche, que la plupart des conférenciers donnaient leur photographie pour le programme. Et je vous rassure, ce n'est pas une photographie de moi qui figure sur le programme. Je ne me représente pas en spadassin de lettres, puisque ce frontispice, je l'ai emprunté à une qui me plaît bien. C'est l'écrivain muni d'une épée et d'un poignard. Je l'ai emprunté à la première page du Figaro du 15 juin 1839, et le titre est « Fléau littéraire, le spadassin de lettres », le titre de cet article. Juin 1839, vous vous souvenez peut-être que c'est la date de la parution du roman de Balzac, la seconde partie des Illusions perdues, un grand homme de province à Paris, Lucien de Rubempré, qui découvre la vie littéraire parisienne, ce que Balzac appelle la guerre littéraire. C'est donc de la guerre littéraire qu'il est question ici, sous ce titre du spadassin de lettres, et voici le début de cet article du Figaro qui décrit les mœurs littéraires contemporaines. Monsieur François Lamerluche est un spadassin de lettres qui s'est fait connaître par 40 duels, mais qui en revanche ne s'est jamais battu. C'est l'époque des duels en littérature. On ne peut pas être écrivain, on ne peut pas être poète sans s'exercer à la salle d'armes et défendre sa réputation, son honneur dans les duels. Son appartement tendu de noir porte le deuil des nombreuses victimes qu'il égorgit tout doucettement dans ses livres. C'est la plume comme poignard ou comme épée. Ainsi, tout récemment, un journaliste de petit format, Andoche Finot, on se souvient que c'est un personnage de Balzac, des Illusions perdues, précisément, directeur de journal, de ces petits journaux où l'on assassine, se permit d'avancer que le célèbre monsieur Lamerluche, connu par 3 romans fort courts et un nez fort long, s'était promené sur le boulevard le dimanche à 9h du soir. Lamerluche, offensé, vient au journal. Finot propose d'échanger 2 balles de pistolet. C'est donc Lamerluche, et ce n'est pas moi, qui figurait sur le programme de la maison franco-japonaise, et c'est tout à fait, vous voyez que Balzac est cité avec Finot, c'est le climat de cette vie littéraire telle qu'elle est décrite dans Illusions perdues. Voici ce que Balzac dit d'ailleurs dans la monographie de la presse parisienne, 1843, ce petit texte de Balzac sur la vie de la presse. Le bravo, c'est cet homme de lettres, ce journaliste qui se comporte comme un bravo. Le bravo, c'est le mercenaire italien depuis la Renaissance, c'est le spadassin. Bravo, traduit en français, c'est le spadassin. Le bravo veut se faire un nom, ou du moins il l'espère, en s'attaquant aux grandes réputations. Journaliste, homme de lettres, d'attaque. Il est connu pour empoigner les livres, pour les échiner. Il est assommeur juré. Cet équarrisseur littéraire, l'équarrisseur, c'est celui qui tue les animaux à l'abattoir, ne discute pas une œuvre, il la dépaisse, il ne l'examine pas, il l'écrase. Il croit alors qu'on admire la force de sa plume, la vigueur de ses raisonnements et la grâce avec laquelle il roue le patient. Ses articles sont des exécutions. Voilà le climat de cette confusion entre la plume et l'épée au XIXe siècle. Et à la même page du Figaro, vous avez pu remarquer cette autre petite gravure sur bois, en haut à droite, qui est un daumier, un petit daumier
le Figaro de ces années-là fourmille de ces petites gravures de Daumier représentant un duel d'écrivains comme il y en eut beaucoup durant ces années-là. Voilà, il s'agit donc de la guerre littéraire dans le titre de mon propos, comme il s'agissait de la guerre littéraire dans mon cours du Collège de France de cette année. Mais je voudrais revenir un peu en arrière pour commencer avec une sorte de petit prologue un peu théorique pour expliquer comment j'en suis venu à m'intéresser à des choses de cette sorte, la plume et l'épée. Lorsque j'étais étudiant, ce n'étaient pas des choses auxquelles on s'intéressait dans la littérature. Lorsque j'ai fait mes études, le réalisme était en quelque sorte déconsidéré. Quand j'ai fait mes études, c'était il y a longtemps, c'est il y a 40 ans, 45 ans. Les choses ont beaucoup changé depuis. On parlait, par exemple, d'illusion référentielle. L'illusion référentielle, c'était un mot de mon maître Michael Rifater, celui qui m'a fait venir à Columbia en 1985. Toute référence en littérature est une illusion. C'est ce que l'on prétendait à l'époque. La littérature ne parle que de la littérature. Elle ne parle pas de la réalité. Roland Barthes, lui, parlait, qui a été aussi l'un de mes maîtres, parlait de ce qu'il appelait l'effet de réel. Le réel est un effet de la littérature. Ce n'est pas ce dont parle la littérature, ce n'est pas une cause de la littérature. J'ai été élevé comme ça. J'ai grandi sous l'empire de ce que l'on appelait l'autonomie du texte. Le texte ne parle que du texte. Il est, comme on disait, autoréférentiel. D'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle, à l'époque, j'ai fait une thèse qui portait sur ce qu'on appelait l'intertextualité. Les textes ne parlent que des autres textes. Et mon premier livre, ma thèse, s'appelait « La seconde main » et il portait sur les mécanismes de la citation. Pour toute cette époque, donc, le réalisme était tout à fait accessoire, sinon méprisé. Mais je crois que je n'ai jamais été trop dogmatique et j'adhérais sans doute modérément à ces théories de l'autonomie du texte. Je n'ai pas eu à dénoncer ma formation initiale, mes études, et je pense que ces problématiques, même si on a pu s'en éloigner, m'ont enrichi. Donc je ne les renie nullement, et bien plus tard, lorsque j'ai publié un livre qui s'appelle « Le démon de la théorie », qui est un peu le résumé des enseignements de théorie de la littérature que j'ai pu faire soit à Columbia, soit à la Sorbonne, il m'est arrivé de montrer les excès de cette théorie ou ses incohérences et de faire appel à une certaine modération. Et je pense que l'on peut être théoricien de la littérature et en même temps être un lecteur très très naïf de la littérature. Dans ce livre, j'ai soutenu l'idée que les théoriciens de la littérature étaient, je dirais, des partisans de la double vérité. En même temps, ils croyaient que la littérature était autoréférentielle, que la littérature ne parlait que de la littérature, mais le soir, lorsqu'il se mettait au lit et qu'il lisait un roman, il retrouvait l'attitude d'un enfant.
Et Barthes, dans les dernières années de sa vie, était un avide lecteur du Comte de Monte Cristo. Et je pense que lorsqu'il lisait le Comte de Monte Cristo, il y prenait le même plaisir que celui que j'y ai pris lorsque j'ai lu le Comte de Monte Cristo à l'âge de 14 ans. Et j'étais toujours très surpris lorsque je rendais visite à Michael Rifater, partisan de l'illusion référentielle, parce qu'il aimait beaucoup lire les biographies d'écrivains. Donc il lisait des biographies de poètes romantiques et on les voyait sur la table de son salon, alors qu'il était celui qui dénonçait toute lecture faisant référence à la vie de l'auteur. Mais vous voyez, nous sommes tous des êtres doubles, des êtres clivés. Nous croyons une chose et nous croyons en même temps son contraire. En psychanalyse, on appelle cela la dénégation. Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que la littérature ne parle que de la littérature, mais en même temps, je lis les livres comme s'ils parlaient du monde. Je les lis en m'identifiant aux héros du roman. Et cela ne change pas beaucoup de lecture en lecture. Lorsque je suis venu l'autre jour dans l'avion de Paris, en passant par Séoul, dans la tablette que j'avais, j'ai décidé de relire l'Éducation sentimentale, que je n'avais pas lu depuis assez longtemps. Et pendant les 12 heures d'avion entre Paris et Séoul, j'ai lu l'Éducation sentimentale comme si c'était la première fois, avec la même naïveté et la même innocence. Donc, en même temps, je n'ose pas dire en même temps, parce qu'il paraît que c'est la formule préférée de notre nouveau président de la République, le jeune homme qui est aujourd'hui le chef de l'État en France. Il paraît qu'il dit toujours « en même temps » et que cela vient de Paul Ricoeur. C'est Paul Ricoeur qui disait toujours « en même temps ». Ben, vous voyez, je suis moi aussi sans doute un disciple, sans trop le savoir, de Paul Ricoeur. En même temps, on peut être un vieux professeur au Collège de France et lire l'éducation sentimentale comme un enfant. Et donc, me semble-t-il, au fur et à mesure des années, sans doute depuis que j'ai quitté la Sorbonne et que je me suis mis à enseigner au Collège de France, eh bien, sans m'en être rendu compte, peut-être ai-je de plus en plus pris en compte la réalité dont parle la littérature. J'y avais pas trop pensé, mais c'est l'occasion de le faire. Lorsque j'ai fait ma leçon inaugurale au Collège de France, j'avais intitulé le texte « La littérature, pourquoi faire ?» en 2006. Et sans doute, il y avait déjà une inflexion qui marquait une certaine insatisfaction par rapport aux théories de l'autonomie de la littérature. Je voulais que la littérature fasse quelque chose à ses lecteurs, qu'elle ait un effet sur les lecteurs. Je revenais en quelque sorte à la question qu'avait posée Sartre à un moment, que peut la littérature ? Et puis il m'est arrivé au Collège de France de faire un cours que j'ai appelé « Écrire la vie » et qui portait sur la dimension d'expérience de la littérature, à partir de Montaigne, à partir de Stendhal, à partir de Proust. Et pour moi, c'était en effet une inflexion assez importante, puisque lorsque je m'étais intéressé à Montaigne, 30 ans avant, je m'étais intéressé à Montaigne un peu comme à Montaigne linguiste. Je m'étais intéressé au nominalisme de Montaigne. Alors que là, je m'intéressais au contraire aux expériences vivantes, à ces moments de vie que je pouvais trouver dans les essais. Alors il y a eu certainement une inflexion. On pourrait dire une régression. Peut-être que c'est aussi que l'on retombe en enfance quand on vieillit. En tout cas, ce sont des lectures de plus en plus soucieuses du réel sous le texte, qui montre la nécessité de la prise en compte de ce que j'appelle les réalia
dans les livres, dans la littérature, pour mieux les comprendre, pour lever parfois des malentendus. Alors les premiers exemples que je prendrai, eh bien c'est dans un cours que j'ai fait au Collège de France il y a quelques années, il y a peu d'années, et qui est devenu le livre qui s'appelle Baudelaire, l'irréductible. C'est difficile à traduire en japonais, m'a-t-on dit, Baudelaire, l'irréductible. Ce cours portait sur les inventions techniques auxquelles Baudelaire a assisté lorsqu'il était enfant ou adolescent. Ce sont des bouleversements, une série de révolutions, des révolutions monumentales, qui sont aussi considérables, sinon plus, que pour nous, le basculement dans le monde numérique. Nous avons vécu un bouleversement profond, pour moi, entre l'âge de 20 et de 30 ans, qui est ce qu'on appelle parfois la troisième révolution industrielle, même si ce n'est plus une révolution industrielle, puisqu'elle ne touche pas véritablement à l'industrie. Au contraire, dans l'industrie, comme on le sait, elle détruit des emplois, elle défait des emplois. Ce n'est pas vraiment une révolution industrielle. Mais la première, c'est la machine à vapeur. La seconde, c'est l'électricité, la chimie, à la fin du XIXe siècle. Et Baudelaire a véritablement connu dans son enfance des révolutions fantastiques. Et je crois qu'on n'avait pas vraiment pris la mesure de ces transformations. Et je rappelle très rapidement ce qu'elles sont et comment elles ont transformé le monde et comment elles sont présentes dans l'œuvre, d'une telle présence que l'on ne peut pas les ignorer si l'on veut mieux comprendre ces œuvres. Ces trois révolutions, c'est l'invention de la presse, du journal, tel que nous l'avons connu, ce journal qui justement est en train de mourir. C'est un moment qui se ferme. Le journal est né lorsque Baudelaire était enfant. Il est en train de mourir dans la révolution numérique. La deuxième invention considérable, c'est la photographie. La photographie, mais vous pouvez dire, la photographie, Baudelaire l'a vue naître. Est-elle morte ? Est-elle morte ? En tout cas, elle a aussi subi une transformation radicale que nous avons vue, le passage de la photographie argentique à la photographie numérique. Vous voyez, cela montre aussi que l'on pense à des transformations qui sont celles du vivant de Baudelaire à partir du moment que nous sommes en train de vivre. Si je me suis intéressé de près à cette révolution de la presse que Baudelaire a connue, c'est peut-être parce que nous sommes en train d'en vivre une qui est tout à fait comparable ou qui referme la parenthèse. Si je me suis intéressé à la photographie, c'est parce que la photographie est en train, sinon de mourir, de se transformer radicalement. Tout progrès implique un regret, comme on peut dire. Et donc, c'est pas à partir de ce moment de progrès qu'on s'intéresse à un regret. Et la troisième transformation du vivant de Baudelaire, c'est la ville, la naissance de la ville moderne, de les transformations du Paris que l'on associe généralement à Haussmann, mais qui ont commencé un peu avant. Alors je rappelle rapidement ces trois transformations. La première, l'invention de la presse. La presse, ce journal à grand tirage et à grand format. C'est ça, la nouveauté qui est inventée en 1836. Baudelaire est né en 1821. Il a donc 16 ans, adolescent, lorsque le journal moderne est inventé. Il y a des presses qui fabriquent du papier et qui l'impriment maintenant à grande vitesse. Qu'est-ce que c'est l'invention de la presse en 1836 ? C'est l'invention de la publicité. C'est la publicité qui s'introduit dans le journal et en même temps le feuilleton. La presse, c'est le feuilleton plus la publicité, ce qui fait qu'on peut la vendre à bon marché.
moitié prix par rapport aux journaux qui existaient à petit format et à petit tirage jusqu'en 1836. C'est une nouveauté radicale. Et voici la première page de la presse du 26 août 1862. Si vous lisez bien, vous apercevez qu'en première page de cette presse du 26 août 1862, on a les petits poèmes en prose de Baudelaire. Et on ne peut pas oublier que les petits poèmes en prose ont donc été publiés sous la forme d'un feuilleton dans un journal vulgaire, à grand tirage et à grand format, sur du papier qui salit les doigts. Nous avons l'habitude d'associer la poésie à du beau papier, à de belles impressions. Et on nous dit parfois, justement, dans le monde numérique, mais comment peut-on faire de la poésie sous forme numérique ? Est-ce que c'est compatible, l'ordinateur et la poésie ? Pensons que les poèmes de Baudelaire sont publiés dans cette sale presse et que le poète ne demandait que ça pour être lu. Être publié dans la presse, c'est ce que veut le poète. Au rez-de-chaussée de ce sale papier, et voici l'agrandissement, pour que vous voyez comment se présentent ces petits poèmes en prose, au fond comme des petits chapitres d'un roman feuilleton, avec une certaine ambiguïté pour le lecteur, qui le découvre au rez-de-chaussée de son journal, comme si c'était le début d'un roman d'Alexandre Dumas ou de Frédéric Soulier ou de tous ces romanciers populaires contemporains. On tourne la page, et à la page 4, le journal fait 4 pages, vous voyez ce que l'on trouve. Les publicités pour la loterie, la graine de moutarde, blanche de santé, les médicaments et les boutons, des médicaments pour les boutons sur le visage et la bourse en bas. C'est ça le contexte dans lequel cette poésie est publiée. Et voici encore un Figaro où apparaît le peintre de la vie moderne, toujours au rez-de-chaussée d'une presse bourgeoise, d'une presse matérialiste. C'est bien ça, ce contexte, et il importe de l'avoir à l'esprit pour expliquer largement, non seulement le spleen de Paris, dont on conçoit qu'il est plus proche du journalisme, de la caricature. C'est la grande époque de la caricature. Vous avez vu les caricatures de Daumier dans le Figaro. Non seulement le spleen de Paris, mais aussi beaucoup des Fleurs du Mal et des tableaux parisiens. On sait qu'en juin 1845, Baudelaire a songé à se suicider. Et l'une des raisons que rapportent ses amis dans plusieurs témoignages, c'était les nouveaux journaux, la nouvelle presse à grand tirage. Il allait répétant à ses amis « Les journaux à grand format me rendent la vie insupportable ». Il en voulait à ces journaux, comme la presse ou le siècle, qui étaient des organes du progressisme et du matérialisme. Au fond, c'est un peu comme un jeune homme qui nous dirait aujourd'hui qu'il voudrait se suicider à cause de Facebook ou d'Internet, ce qu'on peut concevoir, très bien. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. La multiplication des gazettes, disait-il, vaste à parcourir ainsi qu'un désert, lui donnait envie de fuir loin du monde. Deuxième invention, rapidement rappelée, la photographie. Quand Baudelaire est né, la photographie n'existait pas. Il avait 16 ans, 1837,
avec c'est le même âge, lorsque les premiers daguerréotypes sont apparus. C'est Louis Daguerre, l'inventeur du daguerréotype, qui montre cette invention de 1837 en 1839 à la Chambre des députés et à l'Académie des sciences. C'est Arago qui expose cette découverte. Et cela donne immédiatement un très très grand succès à cette invention. La photographie se répand sur les boulevards. Les ateliers de photographie s'ouvrent sur les boulevards très rapidement. Et l'on peut dire que, là aussi, comme avec la presse, l'attitude de Baudelaire est profondément ambivalente. Haine de la photographie, passion de la photographie. Son meilleur ami, c'est le meilleur photographe contemporain, c'est Nadar. Il connaît la photographie par le meilleur photographe qui soit. Et en même temps, Nadar est une sorte de frère ennemi. Dans le salon de 1859, il y a tout un passage contre la photographie, contre son meilleur ami, dont les photographies sont exposées pour la première fois au salon des Beaux-Arts. Pour la première fois, la photographie, grâce à Nadar, intègre le salon des Beaux-Arts en 1859. Et Baudelaire écrit contre la photographie. Mais en même temps, il n'y a pas d'écrivain ou de poète français dont nous ayons de meilleures photographies que Baudelaire. Nous avons 14 photographies de Baudelaire, peut-être 15 maintenant, mais je crois qu'on en est encore à 14. 14 et demi, disons. Les 14 photographies de Baudelaire sont toutes remarquables. Nous identifions Baudelaire à sa photographie. Tout jeune lycéen connaît Baudelaire par sa photographie. Proust disait, au début du XXe siècle, dans la photographie de Baudelaire par Nadar, que c'était le poète éternel, la réincarnation de tous les poètes depuis Homère. Lorsqu'on voyait la photographie de Nadar, on voyait Homère, on voyait Dante, on voyait toute la poésie qui était là. Baudelaire est donc, d'une certaine façon, le meilleur photographe qui soit, puisqu'il a réussi les meilleures photographies. Et comme vous le savez, dans une photographie, la contribution de celui qui pose est à peu près aussi importante que celle du photographe. Voici cette superbe photographie de Baudelaire par Nadar en 1854, avec ce bouger, ce flou du Baudelaire en mouvement. Baudelaire est donc le meilleur photographe qui soit. Et voici la preuve de cette pénétration de la photographie par Baudelaire. C'est cette photographie qui a été découverte il y a quelques années, en 2013, par un spécialiste de la photographie. C'est une photographie découverte au marché aux puces. Et dans cette photographie, il se trouve qu'il y a un personnage qui apparaît là. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Ce personnage, c'est pourquoi je disais il y a 14 photographies et demie de Baudelaire, parce que ce personnage qui est là, le consensus actuel est qu'il s'agit bien de Baudelaire. Baudelaire qui est en train de regarder le photographe. Non seulement il a posé, mais vous voyez qu'il a traîné dans cet atelier de photographie pour observer ce que c'était que la pose et la photographie. Oui, on dit que cette photographie, c'est celle d'un ami de Baudelaire qui s'appelle Thomas Arnaudet, Thomas Arnaudet, qui était un conservateur du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, que Baudelaire a en effet connu. Bon, je crois que tout ça est assez probable et que vous voyez que la pose de Baudelaire est proche
de celle de ces deux célèbres photographies de Karja, vers 1861-1862, ces très belles photographies de Karja. Ce Baudelaire mettant la main dans la poche à la Napoléon, vous voyez, c'est un peu celui-là. Baudelaire est donc à la fois, vous voyez, dans une attitude de haine et de passion pour cette photographie. En dépit de sa méfiance pour la photographie, à la toute fin de sa vie, il écrit à sa mère qu'il voudrait une photographie d'elle. Et c'est dans les derniers mois avant ses ennuis graves de santé, « Je voudrais bien avoir ton portrait. C'est une idée qui s'est emparée de moi. Elle est en fleurs. Il y a un excellent photographe au Havre, mais je crains bien que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas, et tous les photographes, même excellents, ont des manies ridicules. Ils prennent pour une bonne image, une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendues très visibles, très exagérées. Plus l'image est dure, plus ils sont contents. De plus, je voudrais que le visage eût au moins la dimension d'1 ou 2 pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. Et ce que Baudelaire veut, c'est une photographie qui est le flou d'un dessin. Vous voyez, un peu comme cette photographie de Nadar, non pas le bouger, mais une sorte de mouvement. Bon, ce photographe du Havre, chez qui il voudrait envoyer sa mère, mais il faudrait qu'il soit là pour que la photographie ne soit pas trop dure, sculptée. Vous voyez qu'il est hostile à la photographie sculpturale. Et ce qu'il aime, ou ce qu'il pourrait aimer chez Nadar, c'est précisément que les photographies de Nadar ne sont pas sculpturales, contrairement à beaucoup d'autres contemporaines. Je crois l'avoir retrouvé, ce photographe, c'est celui-ci. C'est un photographe qui s'appelait Jean-Victor Warnaud, qui exposait précisément au salon de 1859 avec Nadar, et que Nadar évoque dans plusieurs livres. Photographe de marine, l'un des premiers photographes de marine, et le photographe de certains beaux portraits comme celui-ci des mêmes années que Baudelaire. Vous voyez, même attitude d'ambivalence, en même temps, selon cette formule célèbre aujourd'hui. En même temps, Baudelaire déteste la photographie, en même temps, Baudelaire adore la photographie, et il est inconcevable sans la photographie. Même chose avec la presse, même chose avec cette troisième réalité nouvelle, entièrement nouvelle. Vous voyez, des inventions de son adolescence que je voudrais évoquer, la ville moderne. La ville moderne est inventée un peu avant Haussmann. Dans la fin de la monarchie de Juillet, on commence ces fameux boulevards. Qu'est-ce que c'est la ville moderne ? La ville moderne, c'est le boulevard des Italiens qui prend un grand B majuscule. Quand on dit le boulevard avec un grand B, c'est le boulevard des Italiens. Entre la Madeleine et la rue du Faubourg-Montmartre. C'est ça, le boulevard. Qu'est-ce qu'on y trouve sur le boulevard ? Toutes ces inventions modernes. Les kiosques à journaux, puisqu'il y a des journaux. Les ateliers de photographie, puisqu'il y a des photographies. Les urinoirs, nouvelle invention du Paris contemporain. Les omnibus, on en trouve dans les Fleurs du Mal, comme sur le boulevard. Et puis, je symboliserai cette ville nouvelle dans un seul de ces éléments entièrement nouveaux, l'éclairage au gaz. La ville nouvelle, c'est l'éclairage au gaz. On identifie souvent Paris à la ville lumière, mais Paris n'est une ville lumière que depuis que Paris est éclairé au gaz. Jusqu'aux années 1840-1850, Paris est une ville noire, comme toutes les villes, une ville dangereuse, avec des quinquets à l'huile, l'allumeur de réverbères qui allume les réverbères le soir. Et s'il y a du vent, le réverbère ne tient pas longtemps. Le réverbère s'éteint. Paris est obscur, Paris est dangereux.
avant le gaz? Eh bien, le gaz, comme la gazette, gazette, ça va ensemble, ce sont des inventions absolument contemporaines de Baudelaire. Il n'y a pas de meilleure entrée que celle-là. Voici une gravure sur bois du célèbre carrefour des Écrasés sur le boulevard. Le carrefour des Écrasés, c'était le carrefour du boulevard Montmartre, de la rue Montmartre et de la rue du faubourg Montmartre. C'est là où il y avait le plus de morts et de blessés à Paris, au XIXe siècle. N'oublions pas que Paris était dangereux, avec les voitures, les piétons et les chevaux, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore de trottoir. Le trottoir est une invention moderne. Les trottoirs apparaissent à Paris avec Haussmann, avec la ville moderne. Paris est très dangereux. Voilà le carrefour des Écrasés. Et Baudelaire est donc, je dirais, de la même façon dans cette attitude de haine et de passion pour cette ville moderne. Voici ce qui se passe sur ce carrefour des Écrasés, ces vers du Perte d'auréole, poème en prose du spleen de Paris. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard, mettons le Grand B, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Ce macadam, mot nouveau, là aussi comme omnibus, tous ces mots qui apparaissent dans la langue contemporaine, Perte d'auréole, c'est un poème impensable sans cette ville moderne du boulevard. Le gaz résume donc la modernité de la ville, si bien que dans Mon cœur mis à nu, Baudelaire peut écrire « Théorie de la vraie civilisation, elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. » C'est ce Baudelaire hostile au matérialisme de la vapeur et du gaz, élève de Joseph de Maistre, et pensant que le seul progrès serait un progrès moral. Baudelaire, donc, déteste et adore cette ville, ce gaz qui s'installe dans la ville, et je crois qu'on doit lire certains des poèmes des Fleurs du Mal à partir de cette transformation essentielle qu'a été l'introduction du gaz dans la ville. Voici un poème ancien des Fleurs du Mal. C'est le Vin des chiffonniers, souvent à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux, où l'humanité grouille en ferments orageux. Eh bien, vous le voyez, c'est un vieux faubourg. On est loin du boulevard. Et la clarté rouge du réverbère, c'est le quinquet à huile qui ne résiste pas au vent. Il y a toujours le vent que Baudelaire évoque avec cette flamme fragile du quinquet à huile. Tout ça va ensemble. Et dans le crépuscule du soir, même image, à travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Et que ces lueurs que tourmente le vent, eh bien c'est le vieux Paris. C'est le Paris d'avant la modernisation. Tandis que voici un poème en prose du spleen de Paris où la révolution urbaine a eu lieu. C'est les yeux des pauvres qui se déroulent dans un café neuf. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'une autre invention du Paris moderne et du boulevard, c'est la terrasse. On identifie Paris aux terrasses des cafés, mais les cafés n'avaient pas de terrasse jusque-là. La terrasse, elle arrive avec le trottoir, elle arrive avec le boulevard. Voici
Voici le boulevard des Italiens, dans une représentation d'Eugène Lamy, 1843. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'est la Maison Dorée. La Maison Dorée qu'on retrouvera jusqu'à Proust. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est la BNP, c'est la banque Paribas. C'est le premier exemple de ce qu'on appelle le façadisme. On a conservé la façade et derrière on a mis un immeuble moderne, cette hérésie architecturale du XXe siècle. Mais arrêtez-vous à ce bâtiment, vous voyez qu'il brille de toutes ces lumières, c'est la blancheur du Paris ville-lumière. Et voici le poème en prose des yeux des pauvres que je dois situer dans un café de cette sorte. Le soir un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf qui formait le coin d'un boulevard neuf, encore tout plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses splendeurs achevées. Le café étincelait. Le gaz lui-même, le voici, le gaz, y déployait toute l'ardeur d'un début et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur, les nappes éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches. C'est la Maison Dorée, ou quelque chose de cet ordre, un de ces boulevards qui ont détrôné les cafés qui jusque-là étaient autour du Palais Royal. Mais le Palais Royal était un lieu malfamé. Dans les romans de Balzac, c'est là qu'on a les maisons de jeu, les cafés, la prostitution, c'est malfamé. Le boulevard, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de prostitution dans les boulevards et les cafés du boulevard, il y en a évidemment, mais c'est beaucoup plus élégant. Les lorettes et les grisettes des boulevards, ce n'est pas la prostitution du Palais Royal. Voici le nouveau Paris. Je dirais donc qu'il est difficile de comprendre la poésie de Baudelaire sans tenir compte de ce que j'appelle volontiers cette culture matérielle. Il faut tenir compte de la culture matérielle contemporaine, comme font les archéologues qui ramassent les tessons de bouteilles et qui ne s'intéressent aussi aux assiettes cassées, aux vieux clous qu'ils ramassent, et non seulement aux œuvres d'art, aux œuvres de la haute culture. Il faut aussi s'intéresser à la culture matérielle pour lire la littérature. Et il y a donc une évolution, je crois, assez sensible de mes curiosités, et peut-être est-ce la raison pour laquelle mon cours de l'an dernier au Collège de France a été consacré à la figure du chiffonnier. Autrement dit, des ordures parisiennes. Toute une année sur les ordures. De cours, je sais que certains de mes auditeurs étaient un peu étonnés que, pour parler de la poésie, je juge le détour par les ordures indispensable. Et j'aurais pu parler beaucoup plus d'une année de la poésie et des ordures. J'ai donc évoqué la figure du chiffonnier. Voici ce chiffonnier parisien du XIXe siècle dans une petite gravure sur bois de Daumier encore, que j'aime beaucoup parce qu'elle résume vraiment la figure du chiffonnier. C'est aussi dans le Figaro, c'est aussi en 1839. Vous voyez, grande époque des petites gravures de Daumier dans le Figaro. Il est toujours représenté avec sa hotte sur le dos, son crochet à la main, et il écume les rues de Paris. Il est souvent comparé à un chasseur, mais il est aussi comparé à un cueilleur. Avec son crochet, il pêche les chiffons dans les tas d'ordures qui s'amoncellent le long des rues de Paris. Et vous avez là donc une image parfaite, puisqu'on a la maison. Devant les maisons à Paris, il y a des bornes. Il n'y avait pas de trottoir. Vous voyez, il n'y a pas encore de trottoir à Paris au XIXe siècle. Devant les maisons, il y a des bornes. Et c'est au coin des bornes qu'on est censé déposer ses ordures. On dépose ses ordures devant la borne qui est la plus proche de sa porte de maison à Paris au XIXe siècle.
Et les chiffonniers passent donc, ils font 3 tournées dans la journée, et dans les bornes, ils ramassent les chiffons. Pourquoi le chiffon est-il si important au XIXe siècle? Le chiffon est très important. C'est le moment du chiffon parce que il n'y a pas d'autre moyen pour produire du papier. Le papier est fait avec le chiffon jusqu'à la fin du XIXe siècle, à partir de quoi il est fait avec le bois, la cellulose du bois. Donc le chiffon est une matière première précieuse tout au long du XIXe siècle, je dirais à partir de la première révolution industrielle et jusqu'à la deuxième révolution industrielle. Parce que la première révolution industrielle, c'est le début de l'alphabétisation. Les Français, mais c'est la même chose avec les Anglais et les Allemands, savent lire. Donc il y a un besoin de papier de plus en plus grand pour produire des livres, pour produire des journaux. Et puis, on cherche pendant toute cette période comment produire du papier autrement qu'avec du chiffon. Et c'est ce qui se fera de manière massive à partir des années 1870-1880. Donc en France, entre 1820 et 1880, il y a une pénurie de vieux chiffons. Le vieux chiffon vaut cher. La chiffonnerie, c'est un métier sordide. On fouille dans les ordures, mais un chiffonnier gagne 2 fois plus qu'un ouvrier. Le chiffonnier, c'est le modèle de l'auto-entrepreneur, celui qu'on appelle l'auto-entrepreneur aujourd'hui. Il travaille tout seul, avec sa hotte, son crochet et son chiffon. Et à la période de l'industrialisme, sous le Second Empire, on fait son éloge. Il est le modèle du nouvel industriel. Le chiffonnier est très important et je me suis donc beaucoup intéressé à lui. Et je dis, son grand moment, c'est entre la première révolution industrielle et la seconde, les années 1880, parce que, au fond, on peut dire que la chimie a rattrapé la machine. Et la chimie a trouvé, avec le papier produit à partir de la cellulose, de quoi se substituer au papier produit avec le chiffon. Alors évidemment, le chiffonnier est très important dans l'œuvre de Baudelaire. J'ai cité un poème qui s'appelle « Le vin des chiffonniers » il y a un instant. Et avant moi, bien sûr, il y a des gens qui se sont intéressés au chiffonnier, mais pas de la même façon. Voici, alors je disais, le début, c'est la première révolution industrielle. La fin du chiffonnier, c'est les années 1880. La fin du chiffonnier, en France, c'est l'invention de la poubelle. La poubelle. La poubelle a été inventée par un préfet de police qui s'appelait Monsieur Poubelle. C'est pourquoi on lui a donné ce nom à cet instrument. La poubelle, c'est le récipient avec un couvercle. À partir de 1884, on a obligé les Parisiens à mettre leurs ordures dans un récipient fermé. Dans le récipient, tout se mêle, tout est écrasé. Les chiffonniers ont protesté, ils ne pouvaient plus récupérer les chiffons propres, tout ça a été souillé. Mais on n'avait plus besoin des chiffons. Et M. Poubelle a triomphé des chiffonniers en 1884. Les chiffonniers, quand on parle d'un chiffonnier en français contemporain, on pense à toute autre chose qu'au chiffonnier du XIXe siècle. On pense au chiffonnier d'Emmaüs, on pense à un chineur, à un receleur. C'est plus du tout cette personne-là. Au XIXe siècle, le chiffonnier est un petit métier de Paris très spécialisé. Très spécialisé. Donc, il est important. On en avait parlé avant moi, notamment le grand critique allemand Walter Benjamin. Walter Benjamin a beaucoup parlé du chiffonnier. Mais, à mon sens, il n'est pas allé voir la culture matérielle de près. Et donc, il s'est trompé sur le chiffonnier, puisqu'il a fait du chiffonnier le modèle du prolétaire. Baudelaire est proche du prolétaire, il est toujours resté révolutionnaire parce qu'il parle du chiffonnier. Mais Benjamin simplifie les choses sur le chiffonnier. Voici, encore avant de venir à lui, quelques images de ce Paris
de Baudelaire avec ses bornes qui sont le territoire du chiffonnier. Je vais toujours dans le mauvais sens. Une rue de Paris en 1865, une rue du Vieux Paris. Voilà, le Vieux Paris, photographie de Marville en 1865, la rue Saint-Julien-le-Pauvre, c'est dans le quartier latin, là en dessous, allant vers la Seine. Vous voyez comment est une rue de Paris, avec ces bornes tout le long des murs. Ces bornes qui ont une triple fonction. Protéger les murs des voitures, parce que les voitures cognent les murs. Deuxièmement, protéger les piétons des voitures. Lorsqu'on est dans Paris, on se réfugie contre les bornes pour éviter d'être renversé par les voitures. Et puis, troisième fonction, déposer les ordures contre les bornes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Très dense dans les rues de Paris, ces bornes. Et c'est une photographie de Marville qui est en train de faire des documents sur le Vieux Paris qui est en train de disparaître. Et vous voyez qu'il n'y a pas de trottoir et il y a ce ruisseau central, ce qu'on appelle le ruisseau qui est au milieu de la rue. Et quand Madame de Staël était en exil en Suisse, sous Napoléon Ier, son plus grand regret, elle regrettait mon ruisseau de la rue du Bac. Mon ruisseau du Bac, c'était le ruisseau où coulait la boue de la rue du Bac. Mais c'était ça Paris pour elle, le ruisseau de la rue du Bac. Et vous voyez que ces rues sont étroites. Et vous voyez que sur la photographie de Marville, elles sont très propres. On les nettoyait. Évidemment, elles n'étaient pas comme ça. Mais avant de faire la photographie, on arrosait. Il y a encore les traces de l'arrosage. Photographie suivante, la même rue, à la fin du siècle, c'est la même rue. C'est la même rue par Eugène Atget, qui a systématiquement repris les photos de Marville. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un trottoir des deux côtés et que le pavage est bombé. À la place du ruisseau, il y a le bombage. Mais vous voyez que c'est le même hôtel particulier avec son portail qu'on voit ici dans la photo. Vous voyez le portail dans la photo d'Atget et dans la photo de Marville. La même rue. Là-haut, vous voyez une tour qui dépasse. Vous voyez cette tour ? Oui, vous voyez, qui dépasse des maisons qui sont au bout de la rue Saint-Julien-le-Pauvre. Voici le même endroit, pris en photo par moi il y a quelque temps. Vous voyez que la façade du côté gauche de la rue n'a pas changé. Vous avez le même porche, le même coin de rue, tout est identique. Mais le côté droit a été dégagé complètement. L'église Saint-Julien-le-Pauvre maintenant apparaît. Vous voyez que les maisons qui étaient au bout de la rue ont été abattues sur le quai de la Seine et qu'on voit très bien Notre-Dame au bout de la rue. Je vous repasse par curiosité la photo d'avant, la photo d'Atget, où vous apercevez un peu de Notre-Dame, la photo de Marville, où vous apercevez un peu plus de Notre-Dame, et la mienne, où Paris a été totalement transformé. Et vous voyez que sont réapparues des petites bornes insignifiantes, des bornes pour touristes, à la place des vraies bornes pré-haussmanniennes de Paris, qui avaient une vraie finalité triple, comme je le disais tout à l'heure. C'est un peu la décadence, dirait Baudelaire, que ces bornes décoratives pour touristes. Mais si vous vous promenez bien dans Paris, vous trouverez, j'ai pas mal de photographies, de bornes subsistantes. Quelques bornes survivent dans quelques rues du vieux Paris. En tout cas, ce moment baudelairien est évidemment très important. Et voici ce vin des chiffonniers et ce vin des chiffonniers dans les épreuves de 1857 de Baudelaire qui sont à la Bibliothèque nationale, que vous pouvez consulter sur le site Gallica, avec ce début du poème que j'ai déjà lu pour le réverbère, et la suite. On voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci des mouchards ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet.
Il prête des serments, dicte des lois sublimes, etc. Eh bien, ce qui est intéressant dans ce poème, c'est le rapport du chiffonnier et des mouchards. Et voici comment un intérêt pour la culture matérielle permet de relire le poème. Lorsque Benjamin lisait ce poème, il disait, je ne sais pas très bien pourquoi, il disait que le chiffonnier avait peur des mouchards parce que c'était un révolutionnaire qui revenait des barricades. Il revenait des barricades, il était révolutionnaire, il craignait les mouchards de la police. En m'intéressant au chiffonnier de près, de quoi me suis-je aperçu que tous les chiffonniers étaient des mouchards. C'était les chiffonniers qui étaient des mouchards et toute autre chose. Et la preuve de l'identification des chiffonniers aux mouchards, je l'ai trouvée dans de nombreuses représentations. Les chiffonniers du temps de Baudelaire, qui étaient les chiffonniers du temps de Baudelaire? Ceux qui ramassaient les chiffons au bout de leur pic pour les jeter dans leur hotte. Les chiffonniers étaient des anciens grognards de la grande armée. C'était ainsi qu'ils se recasaient. Voici une gravure de Daumier, une des premières gravures de Daumier en 1830, qui nous montre une conversation entre deux chiffonniers, très intéressant parce que c'est devant une échoppe de lithographie. Pour ceux qui se souviennent des textes de Baudelaire, voici comment était l'échoppe du lithographe dans les rues de Paris, objet très à la mode. La lithographie, autre invention contemporaine de Baudelaire. La lithographie est inventée vers 1820, elle se répand à ce moment-là. Donc la gravure sur pierre, bon marché. Et voilà les deux chiffonniers qui discutent. Et vous voyez que ce chiffonnier porte un calot, un bonnet de police, un bonnet d'ancien militaire et qu'il a un bandeau sur l'œil. Ce chiffonnier, c'est un invalide de la Grande Armée. Un invalide de la Grande Armée reconverti. Ce sont deux chiffonniers, anciens grognards. Anciens grognards, c'est des anciens militaires, ce sont des partisans de l'ordre, ce ne sont pas des révolutionnaires. 1830. Voici une gravure de Charlet, 1822, où vous voyez le chiffonnier. Le chiffonnier, je dirais seulement ce détail, il se tient au garde à vous avec son crochet. Il est au garde à vous, dans la position de l'ancien grognard. Il porte le crochet comme le soldat porte le fusil. C'est un ancien soldat. Voici une gravure très intéressante de 1832. En 1832, elle n'est pas signée parce qu'elle est subversive, mais elle est probablement de Traviès dans la caricature. C'est juste après des insurrections républicaines. C'est le début de la monarchie de Juillet, moment très agité. Et qu'est-ce qu'on y voit? Un chiffonnier, vous voyez sa hotte derrière le dos et un os qui sort de la hotte. Les chiffonniers ramassent aussi les os. Et il serre la main d'un personnage que vous reconnaissez bien à cause de ses favoris, à cause de sa houppe de cheveux qu'on voit toujours de dos. C'est qui? C'est Louis-Philippe. On ne peut pas le montrer de face à cause de la censure. C'est le chiffonnier serrant la main de Louis-Philippe. Et vous voyez derrière la garde nationale avec ses bonnets à poil. Et vous voyez devant 3 gros pavés de l'insurrection républicaine et des barricades. Et si vous vous demandez de quel côté est le chiffonnier, il n'y a pas de doute que le chiffonnier n'est pas du côté des émeutiers, mais du côté de l'ordre. Et il y a beaucoup de témoignages qui nous montrent que le chiffonnier est donc un homme d'ordre. D'abord que le chiffonnage en période révolutionnaire est au point mort. Le chiffonnier est au chômage technique. Il n'y a pas d'ordure durant les journées révolutionnaires. Et c'est une vieille histoire de l'association du chiffonnier et du mouchard. Voici une gravure
une eau-forte bien plus ancienne, 1790. C'est ainsi qu'est caricaturé, sous la Révolution française, le comité des recherches. Le comité des recherches, c'est c'est l'ancêtre du comité de salut public de la Révolution française, c'est l'Inquisition républicaine, qui fouille les ordures pour ramasser les lettres qui permettront de dénoncer. Donc, c'est le délateur. Le chiffonnier, c'est la caricature du délateur sous la Révolution. Le chiffonnier est représenté. Le comité de recherche est présenté en chiffonnier. Eh bien, pour tout ça, le chiffonnier, c'est celui qui ramasse les ordures, donc qui voit tout, qui sait tout des gens et qui peut les dénoncer. Je vois que je vais très lentement, je vais essayer d'aller un peu plus vite et je vais tout de même arriver à cette plume de fer que j'ai mis dans mon titre. Le chiffonnier, durant toute cette période de la grande activité, 1820-1880, devient une sorte d'alter ego de l'écrivain et du poète. L'écrivain a besoin du chiffonnier pour avoir du papier. Le chiffonnier a besoin de l'écrivain pour qu'il y ait une demande de papier. Ils sont donc toujours associés dans les représentations et le chiffonnier est un double de l'écrivain. Là aussi, comme de nombreuses, je passe sur tout ça, comme de nombreuses représentations vont nous le montrer. Voici l'une des plus anciennes, 1800, d'un livre, frontispice d'un livre qui s'appelle « Le chiffonnier ou le panier aux épigrammes ». Voici le portrait de l'auteur. Bon, ça c'est encore fin du XVIIIe siècle. Vous voyez que l'auteur est représenté en chiffonnier, ramassant des poèmes au coin d'une borne pour faire une anthologie de poésie, ce qu'on appelait un almanach à l'époque. L'almanach poétique est un travail de chiffonnier. Le recueil poétique est un travail de chiffonnier. Voici une représentation de 1842. C'est Eugène Sue écrivant Les Mystères de Paris. Et c'est toujours dans la caricature. Le titre est celui-ci, un littérateur distingué en costume de travail à la recherche des mystères de Paris. Et il a la hotte sur le dos et à la place du crochet, il a un crayon pour prendre des notes. Et vous voyez qu'on a la borne et les ordures. Une autre borne ici, ce Paris de la borne. Voici Nadar dans une caricature de Champfleury. Champfleury, l'écrivain du réalisme, qui est représenté, vous voyez, comme un chiffonnier avec la hotte, le crochet, la borne et le joli tas d'ordures avec probablement des morceaux d'assiette ou des coquilles d'huîtres. Et voici enfin Zola, puisque cela va au fond jusqu'à la période de Zola. Le réalisme puis le naturalisme sont toujours décrits comme chiffonnerie. L'auteur réaliste ou naturaliste est un chiffonnier. Et voici Zola qui ramasse ses personnages au coin d'une borne. Vous voyez, c'est l'assommoir pour les mettre. Et vous voyez les petits personnages de Zola qui dépassent de sa hotte. Eh bien, ce cours sur le chiffonnier de l'an dernier m'a mené à m'intéresser à la quatrième grande invention technique que j'avais manquée chez Baudelaire dans le passé. Je vous ai dit 3 grandes inventions techniques. La première, la presse. La deuxième, la photographie. La troisième, la ville ou le gaz, l'éclairage au gaz. La quatrième qui m'avait manqué jusque-là, et je dois faire amende honorable, mais enfin je l'ai trouvé, c'est la plume de fer qui me donne mon titre. L'invention de la plume de fer. Quand Baudelaire est né, quand il était enfant, quand il a appris à écrire, la plume de fer n'existait pas. On écrivait avec des plumes d'oie. La plume de fer est inventée en 1830 et elle s'est répandue avec la même vitesse
que le journal et la photographie. Et elle est aussi, il faut l'ajouter, un instrument essentiel de la démocratisation scolaire. Il n'y aurait pas d'école sans plume de fer. Les premières lois sur l'école en France, par une coïncidence intéressante, c'est la loi Guizot de 1830 qui impose à chaque commune d'avoir son école. Chaque commune doit avoir son école, 1830, c'est l'année de la plume de fer. La plume de fer s'est répandue très vite. Jusque-là, on écrivait avec des plumes d'oie. Les plumes d'oie, on n'en produisait pas assez en France. On importait beaucoup de plumes d'oie. Bien sûr, les plumes d'oie, ça ne pèse pas lourd, mais c'est encombrant. On importait des plumes d'oie de Russie pour l'usage français. La plume de fer, c'est une invention considérable. Et la plume de fer, eh bien, elle est rapprochée toujours du crochet du chiffonnier. Comme sur le bâton du crochet, elle est amovible. Ce qui caractérise la plume de fer, c'est qu'on l'enlève et qu'on la change avec le porte-plume, comme le crochet du chiffonnier. Et ce qui est très intéressant, c'est que soudain, l'invention de la plume de fer donne à cette métaphore de toujours, celle de la plume et de l'épée, soudain un sens réel. On a toujours dit que la plume était de fer. Ronsard disait qu'il écrirait avec une plume d'acier pour défendre la religion catholique contre les protestants. L'image de la plume d'acier est bien antérieure à la véritable plume d'acier qui est inventée en Angleterre en 1830. Le brevet, c'est le petit trou dans la plume qui permet qu'elle soit à la fois souple et durable. C'est ça, l'invention. Soudain, la métaphore que je donnais dans le titre de mon propos, soudain, la métaphore de la plume de fer devient une réalité avec l'invention de la plume de fer. Et c'est le moment où, par exemple, c'est à peu près la même date, est inventé le proverbe qui symbolise cette force de la plume contre l'épée. The pen is mightier than the sword, en anglais. The pen is mightier than the sword, 1839. Alors que la plume est bien en acier depuis quelques années. C'est un changement radical. Et vous voyez qu'on a là une équation fondamentale entre épée, plume et crochet du chiffonnier dans cette affaire. Les écrivains ont tout de suite réagi à cette plume. Voici, ah oui, est-ce que je commente cette belle image? Peut-être. C'est une image qui nous montre, c'est une image de Valentin, 1852, qui s'appelle « Le bouquet de la veille, le bouquet du lendemain ». Et le bouquet de la veille, on voit la Grisette, l'actrice de théâtre qui se déguise en homme, en travesti, pour aller au théâtre, et à qui sa domestique, sa femme de chambre, apporte le sabre qui va compléter son déguisement de théâtre. Il faut imaginer les illusions perdues, la maîtresse de Lousteau, la maîtresse de Rubempré, Coraline, Rosalie, les voilà, travestis pour le théâtre. Le bouquet du lendemain, où l'actrice est devenue une chiffonnière. Vous la voyez, le bouquet, elle lui apporte un bouquet, le bouquet est au coin de la borne, et à la place du sabre, de l'arme blanche, elle a le crochet qui lui permet de ramasser les chiffons pour les mettre dans sa hotte. Le destin, je vous ai dit que les chiffonniers, c'était des anciens grognards. Les chiffonnières, ce sont d'anciennes prostituées dans le Paris du XIXe siècle. Et voilà une image qui montre bien à la fois ce destin de la courtisane devenue chiffonnière et l'équivalence du sabre et du crochet de la chiffonnière. Les écrivains vont réagir à cette invention.
Voici Baudelaire qui écrit à Flaubert en 1862. Avez-vous observé qu'écrire avec une plume de fer, c'est comme si on marchait avec des sabots sur des pierres branlantes. Baudelaire ne se fera jamais à la plume de fer. Baudelaire restera toujours un fidèle de la plume d'oie. Et Flaubert, merde pour les plumes de fer. Un jour où il se trouve dans un café du boulevard, un café à terrasse, et où il doit envoyer un message à sa nièce, Caroline, pour dire qu'il ratera un rendez-vous. Donc dans le café, on lui apporte du papier avec une plume de fer. Il termine le message par « merde pour les plumes de fer ». Les écrivains du XIXe siècle sont très rares à passer de la plume d'oie à la plume de fer. L'autre jour, j'entendais à la radio Philippe Solers qui disait qu'un écrivain qui écrit à l'ordinateur, ce n'est pas vraiment un écrivain. Comme les écrivains du XIXe siècle ont considéré qu'écrire à la plume de fer, ce n'était pas vraiment écrire. Beaucoup ont prétendu que la littérature allait mourir de la plume de fer. La plume de fer, c'est la mort de la littérature. On n'aura pas le temps de penser parce qu'on n'aura plus à tailler sa plume d'oie. La littérature est morte souvent, vous le savez. Mais mon collègue au Collège de France, Yves Bonnefoy, a passé les 20 dernières années de sa vie assis derrière son ordinateur. Quand on lui a envoyé un message par courrier électronique, on avait toujours la réponse dans les 30 secondes. Et toute son œuvre des 20 dernières années est écrite à l'ordinateur. N'est-il pas un écrivain ? Et même l'un des plus grands. Vous voyez, faisons attention à n'être pas trop réactionnaires. La littérature n'est pas morte avec la plume de fer. Le seul écrivain qui s'est fait tout de suite à la plume de fer dès 1830, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est passé à la plume de fer pour faire travailler ses nègres, son atelier. Mais aucun des autres n'est passé à la plume d'acier. Ils ont tous résisté. C'est un changement considérable que le passage à la plume de fer. Voici encore ce que dit Flaubert à son ami Maxime Ducamp. « Chantre du moderne, prends garde, tu es sur une pente, tu as déjà abandonné l'usage des plumes d'oie pour adopter celui des plumes de fer, ce qui est le fait d'une âme faible qui écrit à la plume de fer. Dans la préface des chants modernes, tu as débité un tas de sornettes passablement déshonorantes, tu as célébré l'industrie et chanté la vapeur, ce qui est idiot et par trop saint-simonien. Donc la plume de fer, elle est de l'ordre de toutes ces bêtises modernes pour Flaubert. Flaubert disait que son plus grand trésor sur son bureau, c'était un pot dans lequel il avait ses 200 plumes d'oie. C'était ça sa fortune. Mais, eh bien, la plume de fer est passée. Et elle a évacué la plume d'oie très rapidement, notamment à l'école. Mais voyez, par exemple, cette image, ce sont les plumes des Misérables. Hugo qui a conservé et encadré les 6 plumes avec lesquelles il a écrit Les Misérables. Quand je vois cette photographie, je me demande si vraiment il a pu écrire tous Les Misérables avec simplement 6 plumes d'oie. Je ne le crois pas. Je pense, mais je ne suis pas assez expert encore de cette culture matérielle pour savoir si c'est possible d'avoir écrit Les Misérables avec seulement 6 plumes d'oie. En tout cas, elle figure à la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Place des Vosges, je vous invite à aller les voir. Ça nous montre bien la fidélité d'un écrivain comme Hugo jusqu'en 1885, jusqu'à sa mort, alors que tout le monde écrit à la plume de fer. Hugo est fidèle à la plume d'oie, comme Philippe Solers, qui a refusé de passer au traitement de texte et à l'ordinateur aujourd'hui. Donc, vous le voyez,
à partir de 1830, eh bien, la plume de fer n'est plus une métaphore, c'est la réalité. C'est la réalité de l'écriture. Et c'est donc un moment considérable dans l'histoire de la littérature. Et pourtant, la plume d'oie est restée le symbole de l'écrivain. Voici encore Zola en 1875. Zola en 1875, vous voyez qu'il est représenté comme un chiffonnier. Auparavant, il était représenté comme un chiffonnier, et vous voyez que Zola, auprès de lui, il y a la plume d'oie. Or, Zola n'écrit plus avec une plume d'oie depuis longtemps, mais avec une plume de fer. La plume d'oie reste le symbole de l'écrivain dans cette gravure ou encore dans celle-ci. Vous voyez qu'elle survit. Comme dans des caricatures d'aujourd'hui, nous pouvons toujours voir un écrivain à la Hemingway représenté par sa machine à écrire, alors qu'il y a bien longtemps que les écrivains, à part Philippe Solers, n'ont plus de machine à écrire et écrivent avec d'autres instruments. La plume de fer apparaît. Voici les premières représentations que j'en ai trouvées dans la caricature, 1859. C'est une gravure de Félicien Rops, réouverture de la chambre. Donc ça se passe en Belgique, c'est une gravure belge. Voici le cabinet, libéralisme, qui sort. La chambre, c'est l'ouverture de la chambre régulière. Et qu'est-ce qu'on voit? Les porte-plumes des journalistes qui attendent le gouvernement comme les pics des révolutionnaires. Et ça représente le barrage des pics révolutionnaires, mais ce sont des plumes de fer qui attendent le gouvernement. Donc là, la plume d'oie, qui est beaucoup moins agressive que la plume de fer, a cédé la place à la plume de fer. Ou encore dans celle-ci, magnifique figure d'un journaliste de la commune, de l'Écluse, par Alfred Le Petit. Fleurs et fruits du jour, le cactus épineux, monsieur de l'Écluse. Bon, c'est tous les personnages importants de la commune, 1871, qui sont représentés comme des fruits et des légumes. Lui est représenté en cactus parce qu'il est piquant, parce qu'il pique, ce journaliste. Et qu'est-ce qu'il porte? Il porte un fusil dont la baïonnette est une plume de fer. Cette plume qui est associée, vous le voyez, non seulement à l'épée, mais à la baïonnette qui est terrible dans le journal Le Réveil auquel il collabore. Bon, je crois que je vais arrêter là, mais vous voyez comment cet intérêt pour ce que j'ai appelé les réalia, cette culture matérielle, renouvelle et modifie certaines interprétations que l'on peut faire des poèmes de Baudelaire. Et je dirais, pour finir, que cela ne me rend nullement infidèle à mes études, il y a 40 ou 45 ans, où nous parlions d'autonomie de la littérature et d'intertextualité, parce que toute cette enquête passe par la langue. Et au fond, tout ce que je vous ai dit, eh bien, vous le trouveriez dans le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. C'est dans cette encyclopédie du XIXe siècle que j'ai tout appris. Lisez l'article chiffonnier, lisez l'article plume de fer, lisez l'article éclairage au gaz. Eh bien, tout est là. Il n'y a rien à dire de plus. Et je me souviens à ce propos que dans ma vie, j'ai connu un très grand lecteur du grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. C'était précisément Michael Riffater, l'inventeur de l'illusion référentielle. Michael Riffater, lorsqu'il ne lisait pas des biographies de Shelley ou de Wordsworth, passait sa vie à lire
le Larousse du XIXe siècle. Et c'était là qu'il trouvait comment lire la littérature. Autrement dit, quand je découvre ces résurgences de cette culture matérielle dans un certain nombre de textes de l'époque, je ne fais qu'étudier ce que Michael Riffater appelait le système descriptif du chiffonnage, le système descriptif de la plume de fer dans la littérature. C'est la remontée de ces thèmes qui reviennent à la surface des textes et auxquels nous devons également prêter attention pour bien les lire et les enrichir. Bref, je ne suis nullement un apostat de ce que j'ai appris quand j'étais étudiant, mais comme dit le nouveau président de la République, en même temps, on peut s'intéresser à la littérature et à la réalité. Merci.